vous avez le docteur Fodé Moussa Sidibé d'Ozomba, qui est le secrétaire général de Croix-Rouge. Et vous avez le journaliste M. Daouda Tikiti, éminent journaliste, écrivain, qui est là. Les animateurs de cette association ont fait preuve d'une persévérance, d'une patience pour contribuer à éclairer l'opinion, je ne dirais pas seulement nationale ou internationale, mais je dirais l'opinion sur le plan mondial. Parce que, au regard de tout ce que nous constatons aujourd'hui, nous voyons que le monde va à la dérive. Dérive non pas parce qu'il y a peu à partager, mais parce que ce qui est à partager n'est pas fait de façon à ce que chacun trouve son compte, alors que ça peut très bien être le cas. On dit la première des richesses d'une nation, ce ne sont pas les ressources naturelles dont elle dispose, c'est d'abord et surtout les ressources humaines. On dit bien souvent que la dérive d'une nation commence dans la famille. Quand au sein d'une famille, rien ne va, vous pouvez être certain que la nation va en dérive. Alors, donc, la présente conférence se situe dans le cadre des activités de 3RNA Maya pour contribuer à une résurgence des valeurs qui ont fait la force des sociétés négro-africaines et qui, malheureusement, aujourd'hui, sont abandonnées par bon nombre d'Africains noirs parce que, tout simplement, excusez-moi du peu, ils ne se connaissent pas. Toutes les cultures sont unanimes à reconnaître que la meilleure des connaissances, c'est la connaissance de soi-même. Aucune nation, aucun peuple ne peut prétendre à un épanouissement s'il s'ignore. Donc tout ce que nous devons faire, c'est d'inscrire toutes les actions, quelles qu'elles soient, que nous faisons, d'abord et surtout dans le sens de nous connaître nous-mêmes. Regardez autour de nous en Afrique aujourd'hui ce qui se passe. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Chacun de nous sait que le continent africain est le continent qui, aujourd'hui, semble syncrétiser tout ce que l'on considère comme maux, comme problèmes globaux de l'humanité. Alors, pouvons-nous et devons-nous continuer à vivre ainsi? Au nom de la dignité humaine, nous devons nous battre et faire en sorte que tout ce qui contribue à freiner l'épanouissement de l'homme africain, nous puissions progressivement, mais sûrement, l'évincer pour le bien, pas seulement des Africains, mais pour l'humanité. Aussi longtemps qu'un seul Africain sera en but à des problèmes comme le racisme, le monde ne sera pas tranquille. Ça, je peux le dire avec une certitude. Donc, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Je crois que vous le savez déjà. C'est les fondements des traditions négro-africaines. Ce choix n'est pas fortuit parce que, à notre sens, il constitue un élément, et non des moindres, je pourrais même dire un élément essentiel de la problématique de libération effective de l'Afrique par et pour les Africains. Nos ancêtres, depuis l'Afrique pré-pharaonique jusqu'à l'Afrique pharaonique, et même certains après l'Afrique pharaonique, disaient que l'homme qui n'est pas en paix avec lui-même ne peut pas l'être ni avec ses semblables, ni avec la nature. Or, notre paix intérieure passe nécessairement par notre réconciliation avec notre dimension culturelle africaine et une refonte de notre perception profonde de ce que c'est que la vie et l'épanouissement de la personne humaine. En est-il le cas aujourd'hui? Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique le seul peuple sur cette terre qui a rejeté son histoire, ses rites et traditions, pour adorer les coutumes et les traditions des autres. Nous sommes ce peuple qui ne pense plus par lui-même, ne mange plus les fruits de sa terre et dénigre systématiquement sa culture pour singer la culture des autres. Nous sommes un peuple en perdition qui ne croit en son génie que lorsqu'il est reconnu par les autres, malheureusement. Et pour éduquer nos enfants, les manuels scolaires et les livres sont écrits par les autres. Même notre histoire a été réécrite par les autres. De notre passé esclavagiste et colonial, nous avons hérité des formules verbales négatives particulières telles
le nègre est maudit, le nègre n'a pas de passé, sans oublier une certaine difficulté à exprimer nos sentiments profonds et une perception négative de l'avenir. L'Africain, depuis des siècles, s'est toujours entendu dire qu'il n'a pas de passé et que notre histoire, il n'en existe pas. Et nous y avons cru, malheureusement. Donc, ils sont même allés à dire ces pensées négatives que nous avons héritées de notre passé esclavagiste et colonial, que l'Afrique, c'est un peuple, les Africains, c'est des gens qui sont sortis de la barbarie grâce aux autres. Et surtout encore, que Dieu a été révélé aux Africains par les autres. Ironie de l'histoire. Comment comprendre donc la persistance de telles pensées, en dépit des preuves par la science que les premiers éléments connus de civilisation de l'humanité sont en Afrique, et en dépit du mythe fondateur africain de la Mat, Isis, dont se sont inspirés les textes sacrés de toutes les religions dites révélées. Qu'en est-il exactement quand on sait aujourd'hui que l'Afrique est considérée comme le berceau des mathématiques grâce à la découverte, entre autres, de l'os de Lebombo, daté de 35 000 ans avant Jésus-Christ, et cet os révèle, avec les graphiques que l'on a trouvés dessus, un calendrier lunaire qui spécifie le nombre de jours d'une lunaison. Et cela a été découvert au Swaziland, à la frontière entre le Swaziland et l'Afrique du Sud. C'est pourquoi il n'est aucunement exagéré de dire que le calendrier aujourd'hui dont nous nous servons, qu'on appelle le calendrier grégorien, n'est qu'une pâle copie de calendrier qui a été élaboré par les Africains 4236 ans avant la mise en application du calendrier grégorien. Alors, ensuite, il y a eu l'os d'Ishango, lui qui est daté de 25 000 ans avant Jésus-Christ. Et cet os, avec tout ce qui est remarqué dessus comme graffitis, cet os est donc considéré comme la plus ancienne attestation de la pratique arithmétique de l'histoire de l'humanité. Et ça a été découvert en République démocratique du Congo. Au regard de ces faits, je ne fais que citer ces quelques faits, au regard de ces faits attestés par les découvertes scientifiques, que peut-on affirmer? L'Afrique a-t-elle des traditions authentiques avérées ou non? Au-delà des spécificités culturelles, existe-t-il en Afrique un fond spirituel commun aux traditions africaines? Quelles sont les conséquences pour les Africains de l'abandon des traditions ancestrales authentiques africaines? L'Afrique peut-elle et doit-elle revenir à ces traditions ancestrales? Pourquoi et comment? Voilà donc essentiellement ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Donc après cette introduction que je voulais liminaire, même si ça a pris un certain temps, je veux peut-être m'adresser d'abord à mon ami et frère et co-religionnaire africain, Fodé Moussa Sidibé, pour lui demander, après tout ce que je viens de te dire, est-ce qu'il se ressent dedans? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Merci. Bon, avant de commencer, je voudrais d'abord invoquer ici nos maîtres, nos ancêtres, qu'ils nous assistent, qu'ils permettent, eux qui ont permis que cette matinée soit, nous réunisse, que cette matinée nous réunisse ensemble, fasse en sorte que nous nous entendions, que nos échanges soient fructueux pour tout le monde et que le grand gagnant soit l'Africain avec un A majuscule. À mes maîtres qui sont là, je demande leur indulgence, car parler de l'Afrique, de l'Africain, ce n'est pas évident, compte tenu de tout ce que mon frère Tekete vient de dire. Nous avons laissé beaucoup de choses, nous avons abandonné beaucoup de choses et nous espérons pouvoir continuer dans cet abandon-là. C'est très grave et ça va être très très difficile et c'est pourquoi c'est très très difficile pour nous. Donc à sa question, je réponds tout de suite oui. Je me reconnais parfaitement dans tout ce qu'il vient de dire et j'adhère à l'essentiel, à la totalité de ce qu'il vient de dire,
par rapport à notre Afrique, par rapport à notre abandon et à notre peur de prise de responsabilité. Comme dirait l'autre, nous avons peur de retourner à la maison. Nous avons quitté la maison, nous sommes partis trop loin. Le chemin est bouché, on ne sait plus où aller, mais on a peur de retourner sur nos pas, de se dire, puisqu'il n'y a plus d'issue, prenons le sens inverse, retournons sur nos pas et regardons ce que nous n'avons pas pris en compte pour pouvoir être ce que nous aurions souhaité, ce que nous souhaiterions être en réalité. Comme il l'a dit, moi je pense que nous sommes plus dans une causerie entre nous plutôt que dans une conférence, style, ma conférence est structurée en 3 parties, première partie, deuxième partie. Bon, je n'entre pas tellement dans ce schéma-là parce que je ne m'y retrouve que quand je suis en amphi. Ici, je crois que je ne vais pas me retrouver dans un schéma de première partie, deuxième partie. Je pense que je vais faire comme on le ferait dans nos blocs, dans nos vestibules. Quand une question, un problème est posé, il faut en dire ce qu'on pense et laisser la parole aux autres pour qu'ils disent eux aussi ce qu'ils en pensent. Je crois que quand on parle de nos traditions, du fondement de nos traditions, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait y mettre dans cet intitulé-là. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, bon, avant d'aller très loin dans les débats, dans les compréhensions, est-ce que nous avons déjà nous-mêmes une idée très claire de ce que nous sommes en réalité, de comment nous-mêmes nous nous définissons? Ce sont les autres, comme il l'a dit tout à l'heure, qui nous ont dit ce que nous devons. Qui étions-nous? C'est eux qui nous l'ont dit, qui ont écrit. Qui sont les Noirs? C'est eux qui l'ont écrit. Comment les Noirs se voient eux-mêmes? C'est eux qui l'ont dit. Donc tout ce que nous croyons être vient des autres. Rarement nous tenons compte de ce que nous-mêmes nous pensons de nous-mêmes et de comment nous nous définissons par rapport à notre existence même. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui serait de vous parler de certaines choses. Bon, je vais évoquer des généralités, mais je souhaite m'appesantir surtout sur ce qu'on appelle l'homme en français, la personne humaine, Moro en Bamanankan. Chaque peuple l'a défini à sa façon, mais quel est le contenu réel que je parle Bamanankan, hein, je suis essentiellement de culture Bamana, donc bon, je vais essayer aussi de parler un peu de comment les Dogons perçoivent certaines choses. Bon, ça c'est. Mais partant de la vision Bamana du monde, des êtres et des choses, quelle est la place de l'homme dans cet univers-là? Qui il est? Comment l'a-t-on défini? Déjà, je dois dire que dans la vision Bamana de l'univers de l'être humain, il n'y a que Moronifin. Il n'y a pas Moronindje. Personne ne dit Moronindje, on dit Moronifin. Il n'y a pas Moronimblé, il y a Moronifin. C'est ça l'être humain. Donc, c'est le noir. On n'a pas peut-être eu la prétention de définir les autres, mais on s'est défini nous-mêmes. Donc, quand on veut parler de ces fondements de notre tradition, tout part de l'homme. L'homme est au début et il sera à la fin. Mais qui est cet homme-là? Nous avons tous été à l'école, je crois, parce que nous parlons leur langue, ici. On nous a toujours dit que l'homme comprend, l'homme, quand on veut définir l'homme, 3 parties, la personne humaine, 3 parties, la tête, le tronc et les membres. Généralement, ça s'arrête là.
on fait des dizaines d'années d'études, on ne va pas plus loin. Et quand ils essaient d'aller plus loin, c'est parler de la dissection. On commence à disséquer les organes, etc., pour dire, bon, à l'intérieur, il y a ceci, il y a cela, le cœur, ventricule gauche, ventricule droit, bon, etc. Ça, c'est la dissection. Mais avant d'aller à cette dissection-là, cet homme-là, ce Moro-là, comment il est perçu? Quelles sont les entités qui sont en cette personne-là? Et ces entités-là, quel est leur rôle? Quelle est leur dévolution dans ce monde-là? Je crois que ça, c'est peut-être des questions qu'on se pose très peu et on veut avancer avec cet être humain qu'on ne connaît pas. On veut avancer nous-mêmes sans même nous connaître en tant que tel. Donc, moi, je vais commencer avec ta permission, mon ami, oui, si je peux continuer. Oui, bon, je vais commencer par parler de la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Quelle est la perception que nous en avons? Je crois que chez les Bamana, la personne humaine a été disséquée, entre guillemets, en différents principes. Et ce sont ces principes-là qui régissent notre identité individuelle. Tant qu'on ne connaît pas ces principes-là, il est difficile de s'attaquer à certaines choses concernant la personne humaine et même de comprendre comment, par exemple, nous percevons l'influence du climat sur notre corps, comment nous percevons les autres habitants, parce que nous pensons que nous ne sommes pas seuls sur cette terre, même si on ne voit pas tout le monde, comment nous percevons leur influence sur nous, comment cela s'exerce, et même entre nous, comment pouvons-nous nous influencer mutuellement sans avoir à se toucher? Comment cela peut se faire? Je pense que si on comprend bien les principes spirituels qui constituent l'être humain, on arrive à voir une véritable perception de tout cela. Donc, selon les Bamana, le corps humain, l'être humain, ces principes spirituels, il y en a un certain nombre. Ce qui est commun aux deux sexes, c'est-à-dire à l'homme et la femme, c'est à peu près 5 principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle Fari, le corps, ce qui est chaud et ce qui est notre enveloppe charnelle. Ça, c'est le Fari. Mais le Fari, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de traitements que nos ancêtres faisaient sur ce corps-là. Ce corps est modélé dès la naissance. Dès que l'enfant vient au monde, on ne le prend pas tel qu'il est venu, on modèle la tête, on tire les jambes à la naissance, et ce corps vient au monde avec son frère jumeau. Dans cette vision, nous sommes tous des jumeaux en réalité. Parce que ce qu'on appelle le placenta est notre frère. Il est celui qui comporte des éléments de notre identité. On va se séparer, bien sûr, à la naissance. C'est pourquoi il y a toujours eu un traitement particulier du placenta à la naissance de chaque enfant. Les éléments que l'on lit, parce que le placenta est comme, pour nos ancêtres, comme un livre. On le lit, on l'interprète et on voit à travers les éléments du placenta, sa texture, ses nervures et tout ça, quel peut être l'avenir de cet enfant-là. Quel peut être, en gros, dans les gros éléments, quels sont les signes essentiels de sa naissance. Et ces signes essentiels de la naissance, c'est ce qu'on appelle Dakan, c'est-à-dire la parole divine qui a permis à ce que cet être-là soit. Et cette parole divine s'imprime en nous et s'imprime en même temps sur le placenta. Donc le traitement du placenta était un élément très important dans notre société, donc d'où l'idée de gémellité de nous tous. Parce que selon notre vision, le Créateur, qui est un, n'a rien créé
n'a pas créé quelque chose d'unique. Tout est presque sur cette terre, tout est presque en deux, etc. Bon, donc, ce corps-là est animé par ce qu'on appelle le nid. Le nid, qui est l'âme, qui peut être interprétée comme âme, et qui se décline en plusieurs éléments que l'on retrouve dans notre langage de tous les jours. Nya, qui vient de ni, nyama, qui vient de ni, etc., etc. C'est-à-dire ce qui est chaud, ce qui est une portion du divin à chacun de nous. Et cette portion du divin a besoin de quelque chose ici qui est aussi divine, qui lui permet de vivre. Et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le ninakili. Ninakili qui est la respiration, mais quand on fait la décomposition de ce mot, on voit qu'il y a le ni, l'appel de l'âme. C'est l'âme qui appelle, c'est le ni qui appelle. Et c'est ce qui permet à l'âme de vivre, et c'est ce ninakili-là. Dès lors que l'âme arrête de faire son appel, c'est la mort. Ça y est. Il ne fait plus d'appel, il arrête, c'est fini. Donc, cette portion divine qui est en nous est aussi active que toute autre chose qui est en nous. Ensuite, nous avons, je laisse la possibilité qu'on pose des questions, bien sûr, nous avons ce qu'on appelle le dja. Dja. Bon, très généralement, on oublie qu'il y a 3 sortes de dja. Il y en a 3. Mais celui qu'on connaît le plus, c'est l'ombre ou l'image, que les Bamanans appellent Djanaloma. Parce que quand la lumière projette votre ombre, elle reproduit exactement tous les mouvements que vous faites. Vous levez la main, votre ombre lève la main, bon, il est idiot. Et de la même manière, quand on prend une photo qu'on appelle Dja, qui est aussi Djanaloma, on me photographie ici, tel que j'ai le micro, c'est ad aeternam, jusqu'à ce que la photo soit déchirée, je resterai toujours sur le papier avec le micro en main. C'est idiot. Il ne peut rien faire d'autre. Et quand on filme aussi, c'est Dja, Djata Dedo, mais Dja Tarachukomna, ça reste comme ça, pendant toute l'éternité. Et j'en profite pour saluer l'un de nos grands maîtres, maître du Dja, du Djata, du Djanalomata, qui est Monsieur le ministre Cheikh Oumar Sissoko, que je salue beaucoup. Donc, même ce Djata-là, bon, peut-être Monsieur le ministre va vouloir nous en parler un peu, il y a beaucoup de choses qui sont autour de ce Dja que nous, peut-être profanes de l'image, nous ne voyons pas, mais que les professionnels arrivent à percevoir. On va dire, bon, cette caméra, elle est bien placée pour bien me prendre, mais celui qui est professionnel, quand il va bien regarder, il va voir, non, il y a des choses qui sont autour, ça ne va pas, il y a un halo de ceci, il y a cela. Bon, tout ça, ça fait partie du Dja de chacun de nous. Donc, ça, c'est le Djanaloma. Après ce Dja, il y a celui qu'on appelle Djanin Kekun, le petit double intelligent. C'est lui qui est notre intelligence, qui est notre conscience, qui est notre capacité individuelle à percevoir le monde, hein, à en être conscient. Donc c'est en même temps l'intelligence, la conscience et même le toucher, tout ça, ça fait partie du Djanin Kekou. C'est pourquoi nous, chez nous, on dit Djatke, Djapan, Djassiran. Quand il y a un bruit sonore tout de suite qui survient, on met Djabepan. Mais pas pour longtemps. Et ça revient. Ça va, ça revient. Quand ça quitte, on n'est pas très nous-mêmes, on est un peu perturbé. Mais quand ça revient, on dit, ah bon, Marfachikan de l'eau. Mais entre-temps, entre le bruit, la survenue du bruit et notre prise de conscience que c'est vraiment ça, il y a un petit temps qui se passe. Et c'est ce petit temps qu'on appelle Djatke, Djassiran, Djapan.
Et ce petit double-là, quand il quitte pendant longtemps, on tombe dans l'inconscience. Il y a des bruits qui font qu'on tombe dans le coma carrément. Parce que le Djani Kekun n'est pas là pendant longtemps. Et donc ça, c'est lui son rôle, qui est notre intelligence. Mais il y a le troisième Dja, qui est le Djaba, qui est le véritable double de la personne. Qui, tout comme le placenta, qui n'est plus avec nous, reste avec nous pour l'éternité. Et pour mieux le comprendre, quand nous allons chez nos devins, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient ce qu'on appelle féticheurs, ou qu'ils soient n'importe quoi, ils ne travaillent pas sur notre corps physique. Ils font leur divination à partir de ce double-là. Quand vous êtes devant lui, il fait ses consultations à travers votre nom, votre prénom et le prénom de votre maman. Il arrive à retrouver, pourquoi la maman, le placenta, donc il arrive à retrouver toute votre fratrie dans ses consultations. Il arrive à remonter jusqu'à vos ancêtres à travers votre Dja. Et il arrive même à voir ce qui va survenir dans le futur. Et tout ça à travers le Dja. C'est le Dja qui leur enseigne ça. Et il y en a qui, bon, des Africains qui ont porté ça très haut, tel que dans le vaudou, avec les poupées vaudou. Bon, on transfère votre Dja sur une poupée. Tout ce qu'on fera à la poupée, vous allez le ressentir. Si on casse le bras de la poupée, bon, vous aurez le bras cassé, etc., etc. Mais c'est le Dja qui est là. Ce n'est pas vous qui êtes là. C'est pourquoi on arrive à faire des consultations pour des gens qui se trouvent à Honolulu ou aux États-Unis ou je ne sais où. On peut faire la consultation et savoir que la personne a des problèmes actuellement. Et on l'appelle, on lui demande, mais toi tu as des problèmes de santé, hein? Il dit, oui, c'est vrai. Mais comment le devin peut le savoir? C'est le Dja qui l'a retrouvé. Mais il y a des personnes dont le Dja n'est pas très facile. Et ce Dja est aussi lié à l'étoile, ce qu'on appelle Lolo. Bon, ça c'est lié à la naissance, au jour de naissance, etc., etc. C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est l'essentiel que l'on peut voir à travers la personne humaine. Après ce Dja, qui se décline en 3 parties, il y a ce qu'on appelle le Téré. Le Téré qui est le flux caractériel, qui donne le caractère que nous avons, qui définit le caractère et qui est en interaction avec nos géniteurs, le père et la mère, qui nous donnent une partie de notre Téré. Nos géniteurs nous donnent une partie de notre Téré. Et l'autre partie est nous-mêmes, qui n'est pas donnée par les géniteurs, mais qui fait partie de notre conception même, de la conception de l'être humain. Donc là interviennent beaucoup d'éléments, le jour où tu as été conçu, etc., etc. Bon, ça c'est des détails dans lesquels c'est pas facile de rentrer, et c'est pas le moment. Bon, donc j'ai fait un peu vite. Bon, le Téré quand même est connu de tous les Maliens. Hein. Nous vivons pour ça et par ça. Sans le savoir, nous vivons pour le Téré et par le Téré. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, nous tenons compte du Téré où nous en sommes sujets, où nous en sommes objets. Ça dépend. Donc, ce Téré qui est un élément très important de notre perception de l'être humain, celui qui est propre à toute la création divine. J'ai parlé du Fari. Le Fari, c'est la consistance. On peut dire qu'il a un Fari. Bon, j'ai parlé du Dja. Le Dja, il a une consistance parce qu'il projette le Djanaloma, mais il n'a pas de Djani Kekun et il n'a pas de Djaba. Il n'a que le Djanaloma. Tout ce que nous avons créé. Bon, quand on parle du Téré maintenant, le Téré, c'est tous les êtres aussi qui l'ont créé par Dieu. La montagne, la pierre, tous les règnes, les animaux, tout le monde a un Téré, un caractère. Et tout le monde a un nid. Bon. Donc, à partir du Téré, nous arrivons au Nyama. Le Téré est bien connu par nos sociétés en tant que flux qui nous permet
d'entretenir les relations avec l'univers tout entier, avec nos voisins, avec c'est les relations caractérielles. Mais ça va un peu au-delà quand on porte atteinte à un être, quel qu'il soit, de n'importe quel règne. Quand on porte atteinte à l'être, c'est le terre qui se transforme en nyama maintenant. Il produit le nyama qui poursuit celui qui a porté atteinte à l'être. C'est-à-dire que si je porte atteinte sans raison à l'intégrité physique de mon voisin, son terre se lève. Ça ne veut pas dire qu'il va se venger tout de suite, mais il peut attendre. Ça peut attendre 10 minutes, 20 minutes, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même des années après, pour que le terre trouve l'occasion, la bonne occasion pour venger l'acte que j'ai commis. C'est pourquoi, on le dit toujours, tout tort commis à un être humain ne reste jamais impuni. Il sera toujours puni. Puni par qui? Pas par Dieu, comme disent les autres, mais nous, punis par le nyama de la personne offensée ou de l'être offensé. Les animaux qu'on tue à tort et à travers, ils ont un nyama. Ce nyama poursuit celui qui les tue à tort et à travers. Et pour en arriver un peu à la chasse, qui est dédiée à tuer, c'est à cause justement du nyama FIFA, qui est le fait d'éviter le nyama des animaux que nous allons abattre en brousse, souvent sans raison valable. Si ce n'est pas pour nourrir, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas pour le sacrifice, il n'y a aucune raison. Il n'y a que 2 raisons pour nous, pour qu'on porte atteinte à la vie. Ou c'est pour la nourriture, ou c'est pour le sacrifice. Et le sacrifice, c'est dédié aux ancêtres. Donc, il n'y a que ces 2 raisons. En dehors de ça, on n'a pas le droit de tuer. On n'a pas le droit. Donc, quand les chasseurs vont tuer, ils provoquent le nyama des animaux qu'ils tuent. Et il faut faire en sorte que ce nyama ne vienne pas au village, que ce nyama ne s'attaque pas aux chasseurs ni à sa progéniture, etc. Donc, on organise des cérémonies qu'on appelle nyama FIFA, et c'est ce nyama FIFA-là qui a obligé les Donso à se mettre en confrérie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les initiés Donso restent en confrérie. Bon, on va aller très vite. Bon, je termine avec le dernier justement, qui est le wanzo, qui est le flux intersexué. Le wanzo dont on parle très peu maintenant, parce qu'ils sont venus nous dire autre chose par rapport à tout ça, et qui permet de constater que tout être humain à la naissance est androgyne. C'est vrai qu'on a un sexe prédominant, mais il n'en demeure pas moins qu'on a un autre sexe sous-jacent qui est le sexe contraire. Le petit garçon qui vient au monde, on voit il a le sexe masculin, mais il porte en lui les éléments de sa féminité, de son androgynité, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est ça qu'on appelle le wanzo. C'est le wanzo qui donne ça. Et à un certain moment donné de son existence, à partir de 7 ans, 6-7 ans, il faut le fixer dans son sexe prédominant, d'où la nécessité d'enlever le wanzo, d'où la nécessité de la circoncision et de l'excision. Ce n'est ni plus ni moins, selon notre vision à nous, que de fixer les êtres humains dans leur sexe prédominant en enlevant le wanzo. Et c'est... Bon, je crois qu'on va pouvoir continuer un peu, progresser. Et bon, il y a les visions du Moro, de la femme, de l'homme, etc. Je vous remercie pour cette partie. Très bien. En réalité, il a parlé de ce que l'on peut recouper sous le vocable d'ontologie de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue l'homme quand il vient en tant qu'homme dans le monde. Il a tout simplement voulu dire que, au-delà des individus que nous sommes des éléments de l'univers. Nous ne pouvons vivre qu'en harmonie avec l'univers. Quand je dis vivre, je dis vivre positivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tout en étant dans l'univers, l'univers également est en nous. Ça veut dire quoi? À travers ces explications, c'est que l'univers, c'est des vibrations permanentes, qu'on le sache ou non.
tout ce qui nous arrive, nous l'avons nous-mêmes commandé, en réalité. Et ce qu'il a dit, vous le trouverez quand vous regardez toutes les cultures noires, sans exception, naturellement, avec quelques variantes près. Mais ça constitue le fond de toutes les cultures noires, où qu'elles se trouvent. Ce qui vient de donner comme explication, en se fondant sur la culture bamana. Et c'est ce qu'on appelle le fondement spirituel des cultures noires. Ça, c'est des choses que nous avons héritées de nos ancêtres. Et c'est pourquoi nos ancêtres disent que la positivité est la loi fondamentale qui régit l'univers. Et puisque l'univers est en nous et nous sommes dans l'univers, c'est seule la positivité qui permet de créer l'harmonie qui donne naissance à la vie et permet à la vie de s'épanouir. Mais voyez pourquoi, quand on est venu chez nous, on nous a dit, quand des cultures étrangères sont venues en Afrique, enfin, chez les Noirs, les Africains, qu'on appelle à l'époque les Kamites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'en créant permanemment des vibrations négatives chez les gens et en leur faisant croire à ces vibrations négatives, on peut mieux les dominer. C'est pourquoi quand on dit, chez nous, par exemple, dans les cultures de là où nous vivons tous, chacun, si vous vous mettez permanemment à penser du mauvais, vous pouvez être certain que le mauvais ne va jamais vous quitter. Vous serez toujours dans le mauvais. Mais si vous pensez permanemment le bon, tôt ou tard, ce bon, vous allez le maîtriser. C'est pourquoi ceux qui sont venus chez nous ont fait en sorte qu'on crée des vibrations permanemment négatives en disant que le nègre est maudit, le nègre ne peut rien faire. Et puisqu'ils nous ont, depuis des siècles, ils nous ont ancré cette façon de penser, nous y avons cru. Voilà pourquoi l'Afrique est dans cette situation. Et pour en sortir, il faut que nous comprenions que c'est faux. Nous ne sommes pas maudits. Si nous sommes maudits, ils le seront aussi parce qu'ils sont issus de nous. Le Grimaldi, qui est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler d'autres continents, notamment l'Europe, le locoderme est apparu à partir de Grimaldi il y a seulement 20 000 ans. 40 000 ans, ça a correspondu à la dernière glaciation qui a duré 100 000 ans. Donc, quand le Grimaldi est sorti de l'Afrique pour aller peupler d'autres continents, notamment l'Europe, il y a 40 000 ans, c'est seulement il y a 20 000 ans que sa peau est devenue blanche, qu'on appelle le locoderme. Alors, puisqu'il est issu de nous, si nous sommes maudits, ne doutons pas, il est et voilà, celui dont tu es ici, tu dis qu'il est maudit. Ça veut dire que tu es maudit aussi. Donc, en réalité, ils ont tout simplement compris. Et ce que nous devons aujourd'hui comprendre, c'est que l'univers, c'est une vibration permanente. La parole, c'est une vibration. L'acte, c'est une vibration. La pensée, c'est une vibration. Tant que tu penses mal de toi-même, tu ne vivras que mal. Tant que tu penses bien de toi, tu peux être certain que tu vas t'épanouir. Et c'est ce qu'ils ont compris. C'est pourquoi ils ont créé des pseudo-thèses en disant que le noir est maudit, alors il n'a pas de culture. Alors, puisqu'ils ont inculqué ça chez les noirs, ils ont cru, et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation. C'est le seul continent, je vous ai dit, au monde où tous les gros problèmes du monde se focalisent de façon plus aiguë en Afrique. Ce n'est pas un hasard. Ils l'ont créé chez nous et nous avons accepté cela. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et c'est en réalité tout ce qu'il a voulu dire. Quand il dit le nyama, le terrain, c'est autre chose. Hein. Tout ce que tu fais de mal à quelqu'un, tu peux être certain que tôt ou tard, ça va te rattraper. Si tu fais du bon, tu peux être certain que tôt ou tard, ça va te devenir bon. C'est ça les vibrations de l'univers. Donc c'est pourquoi, dans ses explications, il a voulu montrer que non seulement nous sommes dans l'univers, mais l'univers est également en nous. Alors voilà pourquoi cet aspect, il l'a dit, ça c'est les éléments ontologiques de l'humain, pris individuellement. Mais au-delà, l'homme n'est pas qu'un seul individu. Il vit dans une société. Il vit avec ses semblables. Il vit dans la nature. Et ce n'est pas lui seul qui a une vie. L'âme, il l'a dit, ça existe dans tout. Les arbres, les animaux, l'homme, on a tous une âme. Alors, maintenant, comment nous, nos ancêtres, régissaient leur rapport avec d'abord leurs semblables et ensuite avec tous ceux qui ont une vie. Et c'est cela que nos ancêtres ont synthétisé dans ce qu'on appelle la Maat. Quand on voit le Maya en Bamana, ce n'est autre chose qu'une variante Bamana de la Maat. Bon, qu'est-ce que cette Maat? On va en venir tout de suite, je vais terminer pour lui donner la parole. Qu'est-ce que cette Maat disait? Cette Maat, c'est des lois que les hommes, nos ancêtres noirs, ont élaborées, codifiées, pour régir les rapports de l'individu d'abord par rapport à lui-même, qui tu es. C'est pourquoi on dit souvent chez nous, quand tu n'arrives pas à te connaître, à te maîtriser, tu peux être certain que tu diras que de problème en problème, de difficulté en difficulté. Ensuite, au-delà de ta personne, tu vis dans une société, tu es avec d'autres. Comment tu dois régir tes rapports avec ces autres? La Maat le dit. Donc d'abord,
te gérer toi-même en tant qu'individu, la maths le dit. Hein? C'est pourquoi, bon, c'est 42 commandements. Hein? La maths, c'est 42 commandements. Et ce sont nos ancêtres noirs qui ont élaboré ça. Et c'est ce qui est à l'origine de tous les textes sacrés de toutes les religions révélées. Nous l'avons fait et dit avant toutes les religions révélées. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est peut-être dur, mais historiquement, c'est prouvé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord, tu te gères toi-même personnellement, individuellement. Je me maîtrise, on dit je ne mens pas, je ne triche pas, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, je ne vole pas, je ne fais pas du mal à mon voisin, je respecte mon voisin, quelle que soit sa pensée ou sa religion, etc., etc. Donc ça, c'est par rapport à ma mère. Ensuite, qu'est-ce que la mère dit? Dans la société, comment tu dois vivre avec les autres? Tu dois respecter tous les autres avec lesquels tu vis, quelle que soit leur attitude vis-à-vis de ton endroit. Ton ennemi, même s'il a raison, dis-le, même si c'est ton ennemi. Reconnais quand tu as tort, reconnais ton tort. Ça, c'est donc une façon de régir les rapports entre nous. La maths le dit. Ensuite, au-delà de ce que nous sommes individuellement et de nos rapports dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, il y a aussi nos rapports avec les autres êtres vivants, qui sont les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., etc. La maths le dit. Donc, ce sont ces trois grandes catégories qui sont codifiées dans 42 commandements qui ont été élaborés depuis des millénaires par nos ancêtres et qui a été repris par différentes cultures en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Donc, voilà un peu ce que je vais aborder avec lui, la seconde phase. Il a dit les éléments ontologiques de l'humain. Donc, qu'est-ce que tu es? Élément dans l'univers et l'univers en toi, vibration permanente qui détermine ton destin. Quand tu penses mal, permanemment, prenez un exemple. Tu es en circulation. Chaque fois, si tu as en tête que j'ai peur de faire un accident, tu vas le faire. Mais si tu enlèves ta tête, il y a moins de chances que tu fasses un accident. Donc, c'est ça, la vibration de l'univers. Et c'est pourquoi on dit l'univers, la positivité est la loi fondamentale de l'univers qui crée l'harmonie et cette harmonie qui enfante la vie. Mais quand on crée le chaos, le désordre, tu peux être certain que ça n'aboutira au désordre, au chaos, etc. C'est ce que malheureusement on nous a fait croire depuis des siècles. Et c'est ce qui explique dans une large mesure ces vibrations négatives qu'aujourd'hui en Afrique nous nous trouvons dans cette situation. Aussi longtemps que nous n'avons pas sorti, il a dit, j'en termine, nos liens avec nos ancêtres. L'Afrique est le seul continent au monde où les Africains portent des noms d'ailleurs, judéo-chrétiens ou musulmans. Mohamed, Gabriel, Abdelaziz, Fatoumata, Bintou, Joséphine, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas de vrais noms africains? Or, c'est quand on le dit, j'en termine par là, on le dit clairement. Quand tu ne respectes pas tes parents, est-ce que tu vas avoir le bien que tu souhaites? Mais si nous ne nous mettons pas en vibration permanente de respect, d'harmonie avec nos ancêtres, tout ce que nous allons chercher, nous n'aurons pas. Vous n'avez jamais vu un Chinois s'appeler Pierre? Vous n'avez jamais vu un Français s'appeler Ngolo? Hein? Mais eux, ils respectent leurs ancêtres. Ils sont en lien permanent. Le premier signe de respect d'un ancêtre, c'est son nom. Tu fais donner son nom à tes enfants ou à tes descendants. À ce moment, il saura, dans l'au-delà, dans le monde, dans l'autre monde, que tu penses à lui, et en ce moment, il t'envoie l'énergie indispensable pour ta promotion. Mais tant que tu ne le fais pas, bon, tu le fais pour les ancêtres des autres. En ce moment, les ancêtres des autres vont envoyer à ces derniers ce qu'il leur faut pour leur promotion. Donc voilà, maintenant je vais en venir à mon frère ami pour lui dire, après avoir ramassé tout ce qu'il a dit comme ça, pour venir maintenant à la seconde phase, comment nos ancêtres régissaient les rapports avec leurs semblables, et comment ils régissaient leurs rapports avec tout ce qui existait autour d'eux, sans lesquels sa vie ne peut pas se maintenir et s'épanouir. Donc c'est ce qu'on appelle la maths. Bon, maintenant, maths, maya, en permanent, toutes les cultures noires ont cet aspect-là, avec des variantes. Maintenant, il va rentrer dans ce cas, comment, en milieu permanent, cette maths-là s'exprimait, et pour qu'il donne encore un peu d'explications que je pourrais ramasser par la suite.